des architectes paysagistes. Je vous invite à un voyage dans l'art des jardins, à la rencontre de ceux qui les font vivre, les étudient et les imaginent. Au cœur de l'Iran, Ispahan s'étend au pied du mont Carcasse. Cette ville, grâce à une situation géographique privilégiée, a toujours attiré les dynasties au pouvoir, devenant au fil du temps un des joyaux du Moyen-Orient. Son centre a été conçu au XVIIe siècle par la dynastie des Safavides. Ils en ont fait une véritable ville-jardin, s'inspirant du modèle du jardin persan ancestral, le Shaharbagh. Au XVIIe siècle, l'Iran entre en lutte avec les Ottomans à la frontière ouest du pays. Dès son couronnement, en 1587, le Shah Abbas Ier abandonne Qazvin, la capitale proche de la zone de conflit, pour Ispahan, moins exposée. La ville va devenir un havre de paix. Au bord de la rivière Zayandeh, la rivière donneuse de vie, il fonde ses quartiers royaux à l'image d'un jardin paradis décrit dans le Coran. À Che'el Sotoun, l'un des jardins de la ville, je retrouve Fatemeh Haïdari. Elle est architecte paysagiste à Téhéran. Le Shaharbagh est un modèle de jardin persan qui consiste en un pavillon à la croisée de deux axes qui découpe le jardin en quatre. Ce modèle va essaimer partout depuis l'Iran vers le monde musulman. Il va aussi inspirer la forme de la ville. Est-ce qu'on peut dire que Che'el Sotoun fait partie de ce modèle ? L'existence du modèle du Shaharbagh renvoie à nos croyances et à notre culture religieuse. Shaharbagh signifie 4 jardins. Le nombre 4 est un nombre sacré et le Shaharbagh est un symbole qui vient du Coran. En effet, dans le Coran, il est dit à de nombreuses reprises que dans le paradis, comme dans le jardin imaginaire, coulent 4 ruisseaux. Ces 4 ruisseaux ont donné la forme du jardin Shaharbagh qui apparaît à l'époque safavide. L'entrée du jardin est sur cet axe longitudinal et arrive sur le bassin. Nous avons donc ici un bassin qui est la représentation de l'océan cosmologique, avec l'eau comme source de vie, concept récurrent dans le Coran. Ce bassin est rempli d'une eau totalement immobile, pour servir de miroir dans lequel on peut contempler le reflet du palais. On retrouve ici la notion de reflet et d'image qui nous renvoie au jardin imaginaire. Les quartiers du Shah Abbas Ier sont conçus comme un Shaharbagh, avec 2 axes majeurs, la rivière Zayandeh et une immense avenue rectiligne. Le pont de Sios-et-Paul marque leur convergence. Au XVIIe siècle, on dénombrait à cet endroit plus de 30 jardins paradisiaques. Aujourd'hui, seul le double alignement d'arbres le long de l'avenue et les jardins de Eshbehecht et de Che'el Sotoun témoignent encore du règne des Safavides. Le jardin de Che'el Sotoun est conçu comme l'entrée du palais royal. Destiné aux cérémonies et à la réception d'ambassadeurs étrangers, cet ensemble mêle intimement nature et architecture.
L'idée principale derrière le choix des arbres et leur arrangement, c'était, conformément à l'idée du jardin paradis, d'avoir des arbres pouvant donner de l'ombre au bord des allées principales et secondaires, et des arbres fruitiers au cœur du jardin. Auparavant, il n'y avait pas de pelouse. Les arbres fruitiers étaient plantés de manière alternée dans le carré central, et les arbres pour l'ombre autour et le long des allées. Les pins marquent l'identité originelle du jardin de Che'el Sotoun. L'entrée dans l'espace du jardin est progressive. Et pas à pas, on s'imprègne de l'espace. On découvre le grand jardin, puis les invités entrent dans le palais de Che'el Sotoun pour pouvoir accéder à la cour du roi. Alors ici, à nouveau, le lien entre architecture et nature est extrêmement visible. Le porche s'ouvre généreusement sur le jardin. Et puis, il y a une nouvelle donnée, c'est celle du ciel. Les colonnes nous invitent à regarder au-dessus de notre tête. Et tout autour de nous, on a une multitude d'éléments qui rappellent l'idée du ciel et des étoiles. Dans la conception du complexe de Che'el Sotoun, on voit clairement qu'il y a une continuité entre l'espace extérieur et l'intérieur du palais. Comme vous voyez, dans le jardin, nous avons tous les éléments d'un jardin réel. Les arbres, l'eau, les oiseaux. Mais dès l'instant où on met le pied sous le porche du palais, on pénètre dans un jardin imaginaire qui contient aussi tous les éléments du jardin réel qui l'entoure. Par exemple, ce sont justement ces colonnes qui soutiennent le porche et qui représentent les arbres pour l'ombre qui sont dans le jardin. Et comme le tronc de ces arbres, les colonnes sont plus épaisses à la base et deviennent plus étroites vers la cime. Quand nous entrons dans cet espace, nous voyons les glaces de l'alcôve des miroirs. Ces motifs sont des muqarnas. En reflétant une image inversée du réel, ils nous rappellent le passage du réel à l'imaginaire et que nous sommes bien dans un jardin imaginaire. Les décorations de la salle d'honneur reprennent des éléments naturels, des plantes, des oiseaux, des poissons, des animaux en tout genre. Et cela évoque le jardin du paradis, qui est toujours présent à notre esprit comme un élément culturel avec lequel nous, les Iraniens, nous avons grandi. Le règne des Safavides coïncide avec l'essor de tous les arts persans, notamment de la miniature. De nombreux artistes répondent aux commandes des souverains pour restituer les scènes de leur vie paradisiaque. Jafar Okovat perpétue cette tradition de la miniature dans son atelier de la place Nakhchiddjahan. Ces fleurs, vous n'avez plus besoin de les avoir sous les yeux, vous les connaissez par cœur. Alors là, on a des narcisses, là on a le rossignol. J'ai passé mon enfance dans les jardins, parmi les fleurs et les roses. Ça c'est une rose. Et alors lui, c'est un iris. C'est vraiment très réussi. Et sur quel support vous travaillez alors? De l'os de chameau. Ça garde bien la couleur. Et alors d'où vient cette tradition au Okovat? La miniature existe depuis longtemps, depuis l'époque safavide. Et de nombreux artistes l'ont travaillé. D'abord pour décorer les palais, puis petit à petit c'est venu sur le papier, sur le carton, pour la décoration des livres avec des enluminures. Les plus grands maîtres étaient ceux de l'époque safavide, comme Reza Abazi.
Et moi, maintenant, cela fait 40 ans que je fais de la miniature. Sur du papier, sur des os de chameau. L'attachement des Safavides pour la nature et les jardins s'inscrit également dans l'architecture du pont de Chios-Paul. Sa silhouette et les détails de son architecture évoquent le jardin imaginaire. Ahmad Montazer est maître de conférence à l'Université d'art et d'architecture d'Ispahan. Monsieur Montazer, pourquoi le jardin semble être au cœur de la pensée philosophique, de la pensée architecturale et même de la pensée autour de l'artisanat en Iran? On retrouve le jardin iranien dans toutes les disciplines. Dans l'architecture, dans l'urbanisme, dans la miniature, dans la peinture, dans tous les domaines, et dans la philosophie. Voyez-vous, les philosophes d'Ispahan étaient des mystiques, c'est-à-dire qu'à la différence des autres religieux, ils accordaient une plus grande part à l'art et à la science. Ces philosophes ont conçu l'idée du jardin à Ispahan comme représentation du paradis sur terre. Ils étaient très présents dans le gouvernement, très influents. Ils avaient donc le pouvoir de faire réaliser leurs idées. On est arrivé au point où la couverture végétale était plus importante que les espaces bâtis. C'est-à-dire que la ville d'Ispahan, lorsqu'on la regardait de loin, d'où que ce soit, était comme une forêt ou un jardin au milieu du désert, comme un paradis. Et ensuite, en pénétrant dans la ville, on découvrait les éléments architecturaux. Le pont de Chios-Paul qui est sous nos yeux se place exactement à la croisée de l'avenue de Shaharbagh et de la rivière. Est-ce qu'il participe à la composition d'ensemble du quartier du Shah Abbas Ier? Ispahan est partagé en 4 parties, par l'axe naturel de la rivière et l'axe artificiel de l'avenue Shaharbagh. Et ce partage d'Ispahan est très réussi, puisque le point central, le croisement des axes, est exactement ici, au cœur du jardin, qu'est la ville d'Ispahan. Et ce pont est l'essence de cette ville-jardin, car en passant sur le pont à travers ces arches, on peut admirer parfaitement la nature. On est au cœur de la nature. Ce pont est un élément central de Shaharbagh. On l'appelle aussi Allah Verdi Khan, qui est le nom de son bâtisseur. C'était l'une des personnes les plus proches de Shah Abbas Ier. En construisant ce pont, il pensait déjà à la ville-jardin. Et il a commencé par construire la pierre angulaire, l'élément central du complexe. Le pont a été construit hors de la rivière. On ne l'a pas construit sur la rivière. En général, on construit un pont au point le moins large d'une rivière. Mais ici, c'est le point le plus large. Les Safavides étaient obligés de le construire ici, pour ne pas briser l'axe de Shaharbagh et la perspective de la montagne Carcasse. Ils ont d'abord construit le pont ici, puis ils ont détourné la rivière parce qu'à l'origine, elle coulait plus bas. Ils l'ont fait passer sous le pont. Une dizaine d'années est nécessaire pour mener à bien ce chantier colossal. Le pont, achevé en 1608, prolonge l'avenue Shaharbagh vers le sud. La rivière forme l'axe transversal de la ville, qui se dessine alors comme une réplique
du plan typique du Shah Arbag. Au centre de l'avenue Shah Arbag, sur 5 km de long, un canal achemine l'eau de la rivière jusqu'à 7 fontaines. Bordé d'arbres, cet axe est conçu comme un jardin à part entière. D'autres petits canaux, les madis, irriguent les jardins de part et d'autre de l'avenue. À partir du XVIIIe siècle, la dynastie Qajar souhaite le développement urbain et industriel de la ville d'Ispahan. Les jardins, consommateurs d'espace et trop coûteux à maintenir, sont progressivement détruits. Roya Saatian est architecte paysagiste à Téhéran. Alors aujourd'hui, cette avenue elle est extrêmement sollicitée, il y a beaucoup de circulation. Est-ce qu'on peut dire de l'avenue de Shah Arbag que c'est encore une avenue jardin? On peut dire qu'il n'y a pratiquement plus rien du Shah Arbag d'origine. En fait, tout ce qu'il en reste, ce sont ces 4 rangées d'arbres. On a 2 rangées qui bordent l'avenue et qui datent de l'époque safavide. Les 2 rangées du milieu ont été ajoutées à l'époque Qadjar. Bien sûr, les arbres ne sont pas de cette époque, ils ont disparu. On peut dire que de l'avenue d'origine, il ne reste que ces rangées d'arbres. Des 30 jardins qui bordaient l'avenue au XVIIe siècle, seul le jardin de Eshbehesht a été préservé. Les Safavides y ont construit une de leurs plus belles demeures, le palais des 8 paradis. Le 8 est un nombre sacré, très important pour les musulmans. Il symbolise les 8 portes du paradis décrites dans le Coran. Il a inspiré la forme octogonale du palais. Ce palais a été construit pour être habité par l'un des rois de la dynastie safavide, Sultan Soleiman. À la différence de Shel Sotoun, ce palais a été construit pour que le roi y habite. À l'origine, le bâtiment octogonal a été conçu avec 4 côtés ouverts. Il donne directement sur le jardin, à l'est et à l'ouest, vers les 2 bassins, et dans l'axe nord-sud, qui est l'axe principal du jardin. Un seul des 2 bassins de l'époque safavide a été conservé, mais l'influence du modèle du Shah Arbag est toujours visible avec un palais au croisement de 2 axes perpendiculaires. À quoi ressemblait le jardin de Eshbehesht à l'époque safavide? Il y a eu beaucoup de changements dans les parcs. Autrefois, tout autour de ces carrés, il y avait déjà des arbres, créant de l'ombre pour les visiteurs. Mais au centre, il y avait des arbres fruitiers. Ils étaient très variés et attiraient beaucoup d'oiseaux. C'est d'ailleurs peut-être pour cela qu'on appelait ce jardin le jardin du rossignol. Mais maintenant, les arbres fruitiers ont disparu et les oiseaux sont plus rares. Désormais, le rossignol ne chante plus que sur les peintures murales du palais de Eshbehesht. Les arbres fruitiers ont laissé place à la pelouse et le jardin royal est devenu un espace public. Les grands arbres offrent aux habitants d'Ispahan une ombre providentielle. Saïd Rizi est botaniste et maître de conférences à l'université de Shah-e-Khourd, à une centaine de kilomètres d'Ispahan.
Saïd, dans les jardins en Iran, vous avez une manière de planter les arbres qui est tout à fait particulière. Pour les grands platanes, par exemple, qui sont ici, vous les séparez de parfois moins d'1 mètre. En Europe, nous, on les aurait séparés d'au moins 7 mètres. Pour quelle raison? Une caractéristique importante des jardins iraniens, c'est la proximité entre les arbres. La raison de cette proximité, c'est qu'Ispahan est situé près du désert central d'Iran et a un climat très chaud. Donc, dans le style des jardins d'Ispahan, du fait qu'en Iran le soleil frappe très fort, les arbres sont plantés près les uns des autres pour que leur branchage se touche et forme une ombre dense et ininterrompue, une canopée. C'est l'un des principes de base dans la création du jardin iranien. Et alors, est-ce que l'ombre et l'esthétique, l'ornementation étaient les seules fonctions de la présence de ces arbres dans les parcs et dans les avenues? Un élément important dans le style du jardin iranien, ce sont ces arbres qui forment comme un mur le long des allées. Le fait d'utiliser des arbres de haute taille et bien droits était un symbole de pouvoir. Et ça, c'est un élément fort du Shah Arbag, particulièrement à l'entrée des jardins. À l'époque des Safavides, les arbres qui symbolisent la puissance royale sont des espèces locales comme le peuplier, le pin, le platane ou le frêne. Il y a alors peu de contact avec les autres pays et les méthodes pour acclimater et multiplier les espèces exogènes ne sont pas maîtrisées. Plus tard, sous la dynastie Kadjar, le voyage du roi en Europe favorise l'importation de nouvelles espèces en Iran. Des arbustes, comme les églantiers ou les prunus, sont progressivement plantés. De nouvelles essences fleuries arrivent, combinant leurs couleurs à la rose, déjà présente aux origines du jardin persan. Le raffinement de l'art safavide a fait la réputation des jardins d'Ispahan. Surnommée la moitié du monde, la cité reste la capitale de l'Iran jusqu'en 1750. Son centre conserve aujourd'hui encore la couverture végétale des paradis de jadis. Armin Baramian est urbaniste à l'université d'art et d'architecture d'Ispahan. Alors ici, on le voit très bien depuis les toits, la ville est complètement noyée sous la végétation, à tel point qu'on ne fait plus le distinguo entre le jardin de Eshbehesht et l'avenue de Shah Arbag. L'idée de base, dans la relation entre l'avenue et les jardins qui l'entourent, c'était d'avoir une grande surface couverte de végétation, d'espaces verts et d'arbres. Dans le processus de développement de la ville, le schéma de Shah Arbag va se reproduire plusieurs fois. Nous avons maintenant des rues perpendiculaires à l'avenue Shah Arbag, qui lui ressemblent exactement à plus petite échelle, et qui suivent le développement de la ville jusqu'à arriver à des obstacles naturels, comme les collines. Le Shah Abbas Ier voulait faire d'Ispahan la plus belle ville du monde. Est-ce que finalement cette ville a été et est un modèle unique? Bien sûr, l'idée de base qui venait du jardin iranien et le fait d'en utiliser les principes dans la planification de la ville, c'était une première. C'était une entreprise unique en son genre à l'époque. Et même après, rien de semblable n'a été fait à une telle échelle. Mais aussi, je voudrais ajouter ma théorie personnelle. L'Iran est au Moyen-Orient, c'est-à-dire à mi-chemin entre l'Orient lointain et l'Occident. Or, en ce qui concerne les jardins, nous voyons qu'en Occident, il s'agit de contrôler et ordonner la nature, alors que le jardin asiatique est plutôt en phase avec la nature. Donc ici, au milieu de ces cultures, au Moyen-Orient,
Nous avons une forme de jardin qui, dans les grandes lignes, essaie d'ordonner et de contrôler la nature, mais qui lui laisse sa liberté dans le détail. Par exemple, on ne taille jamais les arbres. On les laisse pousser naturellement. Donc nous sommes entre le contrôle de la nature et le laisser-faire de la nature, entre l'Asie et l'Occident. La géométrie, les grands axes, les perspectives d'Ispahan nous renvoient à une conception familière de la ville. Une corrélation étonnante qui nous interroge sur les liens culturels et esthétiques, conscients ou inconscients, tissés entre l'Orient et l'Occident.